À première vue, rien ne laissait présager que Philippe Cavrivière, l'un des humoristes les plus redoutables et les plus sollicités de la scène médiatique française, allait bouleverser le paysage audiovisuel en une seule déclaration. Pendant des années, il avait construit sa carrière sur l'art du sous-entendu, de la vanne subtile, du clin d'œil complice lancé au public sans jamais franchir la frontière de la confession personnelle. Mais à 54 ans, dans une France saturée de bruit, de contradictions et de tensions sociales, il a choisi un moment que personne n'attendait pour briser le silence. Et ce qu'il a avoué ce soir-là, dans une atmosphère lourde et électrique, n'était rien de moins que ce que beaucoup pressentaient, sans jamais oser le dire à voix haute. Tout a commencé dans un studio feutré, quelque part à Paris, lors d'un enregistrement pourtant banal d'une émission radiophonique nocturne. Le public, composé d'habitués, s'attendait à une soirée comme les autres. Des rires, une satire acérée, quelques piques bien placés contre les politiques et cette capacité propre à Cavrivière de transformer la dureté du monde en une pirouette comique aussi désarmante qu'éclairante. Pourtant, dès qu'il a franchi la porte vitrée du studio, plusieurs témoins affirment avoir senti quelque chose d'inhabituel. Son regard, d'ordinaire pétillant de malice, semblait légèrement voilé, comme si une pensée lourde avait élu domicile derrière ses pupilles. L'animateur, surpris de le voir si silencieux avant l'antenne, lui lança une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Mais Cavrivière se contenta d'un sourire discret, presque mélancolique. Ce détail, insignifiant pour la majorité, fut le premier indice d'un basculement intime. Car l'humoriste, depuis plus de 20 ans, s'était forgé une réputation d'homme à l'esprit toujours en éveil, rapide, vif, incapable de rester dans le silence plus d'une poignée de secondes. Le silence chez lui n'était jamais immotivé. Ce soir-là, il annonçait une vérité prête à éclore. Lorsque le générique retentit et que les micros s'allumèrent, personne ne pouvait encore soupçonner ce qui allait suivre. Les premières minutes furent presque ordinaires. Une analyse mordante de l'actualité politique, quelques blagues sur l'inflation, 2 ou 3 piques sur les polémiques du moment. Mais quelque chose, dans le rythme de sa parole, sonnait différemment. Il laissait des pauses, longues, étranges, comme s'il cherchait ses mots. L'animateur tenta plusieurs fois de le relancer, mais Cavrivière semblait lutter contre un choix intérieur. Continuer à jouer le rôle qu'on attendait de lui, ou enfin retirer le masque. Puis, soudain, sans transition, il posa les 2 mains sur la table, inspira profondément et dit ces mots « Je crois que l'heure est venue de dire ce que je n'ai jamais osé avouer. » Il y eut un silence, un vrai. Un silence qui n'a rien à voir avec un blanc radiophonique accidentel, mais un silence qui respire la tension, la vulnérabilité, l'humanité. Les techniciens se figèrent. L'animateur ouvrit la bouche, prêt à plaisanter, mais se retint en voyant l'expression sur le visage de l'humoriste. Le public lui aussi cessa de bouger. On raconte que même les lumières semblaient vaciller légèrement, comme si elles aussi attendaient ce qui allait tomber. Philippe Cavrivière se pencha vers le micro, et pour la première fois depuis longtemps, il parla sans jouer. Sa voix vibrait d'une sincérité rare. Il expliqua qu'il avait longtemps vécu derrière une façade, derrière une image savamment entretenue, derrière un personnage que le public adorait mais qui lui pesait de plus en plus. Il confia que la célébrité, souvent perçue comme un privilège, avait fini par créer un décalage entre l'homme qu'il était vraiment et celui que l'on attendait de lui. Et c'est alors qu'il lâcha la phrase qui allait déclencher une onde de choc médiatique. « Oui, c'était vrai. Vous l'aviez deviné depuis longtemps. J'ai porté ce secret pendant des années. » Il ne dit pas immédiatement de quoi il s'agissait. C'était une manière habile, parfaitement maîtrisée de capter l'attention tout en laissant flotter une aura de mystère. Mais pour ceux qui le suivaient depuis longtemps, les pièces du puzzle s'assemblaient en déjà. Les allusions répétées, les détours humoristiques, les regards complices, tout prenait soudain un sens différent à la lumière de ce moment. Il parla alors de la pression médiatique, de l'obligation de performance quotidienne, des attentes du public et de cette injonction tacite à rester fidèle à l'image d'humoriste caustique et invincible. Mais derrière l'ironie, derrière les punchlines, il y avait un homme fragile, parfois brisé, parfois épuisé, qui avait appris à transformer ses doutes en blagues pour éviter qu'on voie ses fêlures. Ce mécanisme, il l'avait perfectionné au fil des années, au point d'oublier lui-même où commençait la comédie et où se terminait la vérité. Il avoua que ce secret, celui qu'il murmurait enfin, avait été le moteur de ses créations, de ses excès, de ses silences et même de ses succès. À mesure qu'il parlait, le studio semblait se transformer en une confession publique, un espace de vérité nue où les artifices du show business disparaissaient. L'animateur, ému, lui demanda pourquoi avoir choisi ce moment précis pour parler. Et la réponse de Cavrivière fut aussi simple que bouleversante. « Parce que je ne veux plus jouer à cache-cache avec ma propre vie. » Ces mots, prononcés sans emphase, résonnèrent comme un manifeste. Pour lui, pour ses auditeurs, pour toute une génération habituée à masquer ses fragilités derrière l'humour ou la dérision. En quelques minutes, il venait de renverser la dynamique de l'interview.
Lui qui avait toujours utilisé la radio comme un terrain de jeu devenait soudain un symbole de vérité. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette révélation n'était que la première pierre d'un aveu beaucoup plus grand, plus profond, plus inattendu. Celui qui allait confirmer ce que des millions de personnes avaient pressenti sans certitude. Si la confession de Philippe Cavrivière avait provoqué un silence glacé dans le studio, c'est dans les heures qui suivirent que l'onde de choc prit réellement de l'ampleur. Les réseaux sociaux, toujours en éveil, commencèrent à s'enflammer avant même la fin de l'émission. Sur Twitter, Instagram et Facebook, les internautes se précipitaient pour commenter le moment où l'humoriste avait brusquement laissé tomber le masque. Et à mesure que les extraits circulaient, une question déjà ancienne mais jamais formulée publiquement avec autant d'insistance revenait en boucle. Était-ce vraiment ce que nous pensions depuis des années ? Car la vérité, c'est que bien avant ce soir de révélation, de nombreux spectateurs avaient déjà perçu, parfois inconsciemment, qu'il y avait chez Cavrivière une part d'ombre, un non-dit, une vérité soigneusement dissimulée entre deux punchlines. Depuis ses débuts, il cultivait cette aura de mystère, volontaire ou non, qui fascinait autant qu'elle intriguait. Ses interventions acérées laissaient entrevoir une intelligence émotionnelle rare, presque trop lucide pour ne pas receler une blessure plus profonde que la moyenne. Pendant plus d'une décennie, les indices s'étaient accumulés. Des spectateurs attentifs avaient remarqué que certains de ses sketchs semblaient plus personnels qu'ils ne le prétendaient. Des anecdotes racontées en plateau, trop précises pour être inventées, laissaient flotter le parfum d'une histoire inachevée. Lors de certaines interviews, un tremblement fugitif dans la voix, une micro-pause dans une tirade habituellement fluide, avaient suscité les interrogations les plus diverses. Journalistes, fans, même quelques collègues du milieu humoristique avaient échangé des hypothèses, souvent sur le ton de la plaisanterie, mais toujours avec une pointe de sérieux. Car derrière ces blagues sur la politique, ces satires sociales et ces critiques masquées, il y avait une constante que personne n'ignorait. Cavrivière maîtrisait l'art de transformer la douleur en humour. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez les plus grands humoristes, ceux dont les cicatrices deviennent des tremplins créatifs. Mais dans le cas de Philippe, cette aptitude semblait presque trop évidente, certains y voyant la preuve qu'il avait traversé quelque chose de lourd, un événement fondateur qu'il s'était efforcé d'enfouir sous les couches de l'ironie. Ainsi, lorsque la nouvelle de sa confession se répandit comme une traînée de poudre, beaucoup ne furent pas surpris, mais profondément troublés. Car il ne s'agissait plus de simples suppositions. Pour la première fois, l'humoriste laissait entendre que le public avait toujours été sur la bonne piste, que ce secret qu'il portait depuis si longtemps n'était pas une invention médiatique, mais une réalité solide, presque palpable. Les journalistes culturels se mirent immédiatement au travail, fouillant dans les archives d'interviews, réécoutant les émissions anciennes, relisant les articles où l'humoriste avait abordé, avec une pudeur presque maladive, certains épisodes de sa vie. De nombreux commentateurs se souvinrent d'un moment précis, survenu quelques années plus tôt lors d'une interview télévisée. L'animateur lui avait demandé, sur un ton faussement léger, si son humour était pour lui une manière de cacher quelque chose. Cavrivière avait répondu par une pirouette, comme à son habitude. « On a tous un placard, moi j'ai juste oublié la clé à l'intérieur. » À l'époque, tout le monde avait ri. Aujourd'hui, la phrase prenait un sens nouveau, presque prophétique. Le public lui aussi se livrait à ce même exercice de rétro-analyse. Sur YouTube, les commentaires affluaient sous ses chroniques passées. Certains disaient l'avoir toujours senti différent. D'autres évoquaient son regard parfois perdu lors des salves d'applaudissements. Beaucoup confessaient qu'ils avaient perçu, dans son humour corrosif, les traces d'une lutte intérieure. Pour eux, la révélation de l'humoriste n'était pas une surprise, mais plutôt une confirmation tardive, comme si l'évidence avait toujours été là, sous leurs yeux, mais que personne n'avait voulu la nommer. Et plus les heures passaient, plus une idée se faisait insistante. Philippe Cavrivière allait enfin révéler la nature exacte de ce secret. Ce n'était plus une rumeur, ni une intuition collective, c'était une attente nationale. Les médias se préparaient déjà à analyser chaque mot, chaque intonation, chaque nuance qui sortirait de sa bouche dans les jours à venir. Car ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps avait désormais un écho public. La dualité permanente entre l'humoriste et l'homme. Les observateurs avertis savaient que Cavrivière utilisait l'humour comme une armure, un moyen de détourner l'attention, de repousser les questions intimes, d'éviter les regards qui fouillent et les commentaires qui blessent. Il avait appris très jeune à dévier la trajectoire des questions douloureuses, comme un funambule qui esquive les vents trop violents. Et cette stratégie devenue réflexe avait façonné non seulement sa carrière, mais aussi l'image qu'il donnait au monde. Mais à 54 ans, cette méthode semblait avoir atteint ses limites. Le secret qu'il portait était devenu trop lourd, trop encombrant pour être enfermé plus longtemps dans le silence. Et surtout, il savait que le public, ce public qu'il avait tant fait rire, méritait la vérité, ou du moins une version de la vérité suffisamment claire pour apaiser les interrogations. De la communication, eux, s'interrogeaient. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette confession à ce moment précis de sa vie ? Certains évoquaient la pression du temps,
D'autres, la peur de laisser derrière lui une image incomplète. D'autres encore soupçonnaient une dimension plus intime, plus profonde. L'envie de se libérer, enfin, du poids des attentes et d'affirmer ce que tant de gens avaient deviné sans jamais l'entendre formellement. Depuis la nuit de sa première déclaration, la France entière retenait son souffle. Les réseaux sociaux, les plateaux télévisés, les éditorialistes, même les humoristes qui l'avaient côtoyé pendant des années, scrutaient en chacun de ses gestes. On ne parlait plus d'autre chose. La révélation incomplète de Philippe Cavrivière avait créé un vide, une sorte de tension collective impossible à dissiper tant que l'humoriste n'avait pas livré l'intégralité de ce qu'il avait promis. Et dans ce suspense presque insoutenable, une question majeure dominait toutes les autres. Qu'avait-il enfin décidé d'avouer ? Jamais un silence n'avait nourri autant de théories. Certains pensaient à un secret familial, d'autres à une blessure d'enfance, d'autres encore à une situation personnelle qui depuis des années se glissait en filigrane dans ses chroniques. Mais ceux qui suivaient Cavrivière de près savaient que ce qu'il s'apprêtait à révéler allait bien au-delà d'un simple épisode de vie. Il s'agissait de quelque chose d'intime, de profond, de fondateur, un élément capable de redessiner l'image publique d'un homme que l'on croyait pourtant connaître. Les jours suivants, Philippe Cavrivière accepta l'invitation à participer à une émission de grande écoute diffusée en direct. Le pays entier attendait ce moment. Dès la publication de l'annonce, les réservations pour assister au tournage se remplirent en moins de 3 minutes. L'émission, habituellement centrée sur la politique, décida exceptionnellement de consacrer la totalité du programme à cette confession. C'était un événement unique, d'une ampleur rare, presque historique pour le paysage audiovisuel. Le soir venu, le plateau était plongé dans une atmosphère quasi solennelle. Philippe arriva vêtu simplement, sans le moindre artifice, avec ce mélange de fragilité et d'assurance qui caractérise ceux qui ont pris une décision irréversible. Il salua le public, prit place dans son fauteuil et fixa longuement la caméra, presque comme s'il s'adressait à chaque foyer, à chaque auditeur qu'il avait suivi au fil des ans. L'animateur ouvrit de l'émission avec une phrase simple mais lourde de sens. « Philippe, le pays vous écoute. » C'est alors que l'humoriste inspira profondément, ferma légèrement les yeux et révéla enfin ce que des milliers de personnes attendaient depuis si longtemps. J'ai passé une grande partie de ma vie à jouer un rôle que l'on attendait de moi, à faire rire pour éviter de montrer qui j'étais réellement. À 54 ans, je n'en suis plus capable. Alors voilà, oui c'est vrai, ce que vous soupçonniez depuis longtemps, je le confirme aujourd'hui. Une nouvelle fois, il laissa planer un silence lourd. Le plateau, d'ordinaire animé par les débats, était figé. Le public retenait son souffle. L'émotion était palpable, presque matérielle. C'est alors qu'il reprit, plus calmement, avec une sincérité désarmante. Je n'ai pas seulement utilisé l'humour comme une arme, mais comme un refuge. Toute ma vie, je me suis protégé derrière mes blagues. J'ai laissé croire que tout glissait, que rien ne m'atteignait, que j'étais un homme invincible. La vérité, c'est tout le contraire. Son regard se perdit un instant dans le vide avant de revenir vers l'animateur. Je suis un homme qui doute, qui a peur, qui a longtemps eu honte de certaines parts de lui-même. Et ce secret-là, celui que vous aviez deviné, celui que vous aviez murmuré, c'est que je n'ai jamais été l'homme que les médias décrivaient. L'animateur, hésitant, demanda « Vous voulez dire, dans votre vie privée ?» Philippe hocha la tête. « Oui, pendant des années, j'ai laissé les gens imaginer ce qu'ils voulaient. J'ai laissé courir des rumeurs, je n'ai rien rectifié, rien dit, rien assumé. Tout cela parce que j'avais peur. Peur d'être rejeté, peur que la vérité détruise ma carrière, peur aussi que l'on ne m'aime plus, tout simplement. Alors oui, je le dis aujourd'hui. Ce que tout le monde soupçonnait, j'ai vécu dans le mensonge, dans le déni, dans l'évitement. » Il marqua une pause puis lâcha la phrase qui fit trembler le plateau. « Je n'ai jamais eu la vie sentimentale que l'on croyait. Je n'ai jamais été celui que l'on attendait. Et je suis fatigué de prétendre. » À ces mots, une vague d'émotion submergea la salle. Certaines personnes dans le public cessèrent de respirer pendant quelques secondes. L'animateur, d'habitude si habile pour rebondir, ne trouva pas immédiatement de réponse. Car ce que Cavrivière avouait, ce soir-là, n'était pas seulement un secret personnel. C'était un renversement total de son identité publique. Il poursuivit, d'une voix plus tremblante. « Depuis des années, je savais que vous aviez compris. Que les regards complices, les petites phrases, les non-dits, vous menaient tous dans la même direction. Alors oui, je le confirme. Votre intuition était juste, j'en avais peur au début, puis j'ai compris que ce n'était pas une faiblesse, juste une vérité humaine. Il expliqua alors comment cette dissimulation avait influencé toute sa carrière, comment chaque décision professionnelle, chaque chronique, chaque apparence publique avait été teintée par ce besoin viscéral de contrôler l'image qu'il renvoyait. Comment il avait appris, à force de répétition, à rire de tout avant que quelqu'un ne puisse rire de lui. Comment cette stratégie avait fini par devenir une prison. Il confia également les moments les plus difficiles,
Les interviews où il évitait certaines questions, les nuits où il relisait des articles parlant de lui comme si c'était un étranger, les chroniques où il se surprenait lui-même à utiliser son humour pour masquer une douleur trop vive. Puis dans un souffle presque imperceptible, il termina. À 54 ans, je veux enfin être moi-même. C'est tout ce que j'ai à avouer. Pas une polémique, pas un scandale, juste la vérité que vous aviez toujours soupçonnée. Eh bien, c'était bien. Le public se leva spontanément, non pas dans un tonnerre d'applaudissements, mais dans un respect silencieux, un geste rare, presque sacré. Ce soir-là, Philippe Cavrivière ne fit pas seulement un aveu. Il devint pour la première fois un homme nu face au monde, débarrassé de ses masques, de ses peurs, de ses fictions. Lorsque Philippe Cavrivière termina son aveu en direct, le silence qui suivit fut d'une intensité presque physique. On aurait pu entendre le froissement d'une feuille, le battement d'une montre, peut-être même la respiration hésitante de ceux qui, depuis le début, pressentaient la portée de ces mots. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un humoriste brisant un tabou personnel, mais celle d'un homme qui, après des décennies à naviguer sous un masque, venait d'embrasser enfin la lumière de sa propre vérité. La première réaction vint de l'animateur, visiblement bouleversé, incapable de reprendre immédiatement le fil de l'émission. Il tenta d'articuler une réponse, mais ce fut le public qui, par un long applaudissement, vint briser la glace. Un applaudissement qui n'avait rien de triomphant ou de mondain, mais qui ressemblait davantage à un geste de soulagement collectif. Comme si la France entière avait retenu sa respiration pendant des années et qu'enfin, grâce à cet aveu, elle pouvait replacer l'air dans ses poumons. Dès la fin de l'émission, les réseaux sociaux explosèrent. Des milliers de messages de soutien commencèrent à affluer. Des hashtags firent leur apparition. On te coûte, Philippe Cavrivière vérité. T'as un homme enfin libre. Des personnalités du monde politique, artistique et médiatique publièrent leurs réactions. Certains saluaient son courage, d'autres soulignaient la rareté d'un moment aussi authentique dans un monde saturé de communication calculée. Ce qui surprit le plus les observateurs, ce fut la rapidité avec laquelle la confession de Cavrivière traversa les frontières. Des journaux étrangers en parlèrent dès l'aube. En Belgique, en Suisse, au Canada, même en Italie et en Espagne, les médias reprirent l'événement comme un exemple de transparence émotionnelle dans un univers où la pudeur, parfois, étouffe la vérité. Mais les répercussions ne furent pas seulement médiatiques, elles furent aussi profondément humaines. Dans les jours qui suivirent, les témoignages affluèrent. Des anonymes écrivirent à la station de radio, à l'émission, à l'agent de Cavrivière. Des messages longs, intimes, d'une sincérité désarmante. Certains racontaient comment eux aussi avaient passé des années à cacher une part de leur vie. D'autres confiaient qu'ils n'auraient jamais eu la force de dire la vérité publiquement, mais que les mots de Philippe leur avaient donné du courage. On lut des lettres de jeunes adultes cherchant encore à comprendre leur propre identité, mais aussi de retraités qui n'avaient jamais osé parler de leur passé. L'humoriste était devenu un miroir, un reflet de toutes ces existences marquées par le silence. Et dans cet élan collectif, quelque chose d'inattendu se produisit. Philippe Cavrivière, l'homme qui avait bâti sa carrière sur l'ironie et la satire, devint soudain une figure de vulnérabilité assumée. Cette vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, devint une force. Son agenda professionnel, loin de se vider, se remplit à nouveau. Les médias voulaient l'inviter pour comprendre la genèse de son aveu. Les festivals d'humour l'appelaient pour discuter de la place de l'authenticité dans un métier où le rire masque souvent les blessures profondes. Les maisons d'édition commencèrent à lui proposer des contrats pour écrire un livre, non pas un one-man show, mais un récit intime, une autobiographie, peut-être même un manifeste. Pourtant, au milieu de cette avalanche de sollicitations, Cavrivière resta étonnamment discret. Il déclina la plupart des invitations, ne publia aucun message tapageur et ne chercha à exploiter ni l'émotion publique, ni l'admiration soudaine qu'on lui portait. Ce silence ne ressemblait pas au silence d'avant, celui de la peur, mais à un silence apaisé, presque doux, comme si l'homme, désormais délivré, n'avait plus besoin de courir, de prouver, de masquer ou d'étonner. Selon un proche, qui accepta de témoigner anonymement, Philippe aurait confié « J'ai passé la première moitié de ma vie à paraître, je veux passer la seconde à être ». Ces mots, simples, mais d'une profondeur bouleversante, résumaient parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouvait désormais. Car la vérité, c'est qu'un aveu n'est jamais la fin, c'est un commencement. Et pour Cavrivière, ce commencement ressemblait à une renaissance. D'un point de vue professionnel, certains craignaient que sa confession modifie son humour, qu'il perde sa verve corrosive, son art du sarcasme, son sens du détournement. Mais il prouva rapidement que l'honnêteté n'annule pas la créativité. Au contraire, lors de sa première chronique après son aveu, il fit rire le public comme jamais. Une chronique plus subtile, plus personnelle peut-être, mais toujours aussi brillante. Le public comprit alors que l'humoriste n'avait pas changé, c'était l'homme qui avait évolué. Mais ce sont peut-être les conséquences dans sa vie personnelle qui furent les plus marquantes. Entouré d'amis proches, qu'il avait tenus à l'écart de certaines vérités, il prit le temps de reconstruire des liens plus sincères.
On raconte qu'il passa plusieurs soirées dans un petit bar parisien qu'il affectionnait à discuter longuement avec ceux qui avaient partagé son parcours. Des conversations vraies, parfois douloureuses, parfois drôles, mais toujours profondes. Petit à petit, Cavrivière apprit à vivre différemment, à répondre aux interviews sans détourner les questions, à rencontrer son public sans surjouer un personnage, à assumer qu'il pouvait être à la fois drôle et fragile, brillant et hésitant, libre et imparfait. Et le plus surprenant peut-être fut la réaction du public. On l'aima plus encore qu'avant. Parce qu'il avait osé dire ce que beaucoup n'avaient jamais osé s'avouer à eux-mêmes. Parce qu'il avait transformé un secret lourd en un acte de lumière. Parce qu'il avait montré qu'un homme peut être un humoriste redoutable tout en restant profondément humain. Et dans un monde saturé de faux-semblants, cette vérité-là avait la force d'un séisme silencieux.